Le guide de l'auto, une présentation d'autogo.ca en collaboration avec Antirouille Métropolitain. Cette semaine au guide de l'auto, une voiture sous-compacte neuve ou d'occasion, un Ford Bronco mis à l'essai, la réalité augmentée avec Mathieu Roy et un bref aperçu des futures camionnettes 100% électriques. La camionnette pleine grandeur est un des véhicules les plus populaires chez nous en Amérique du Nord et ce, depuis des décennies. Et je ne penserais pas que les Nord-Américains changent rapidement leurs habitudes. Par contre, avec un prix de l'essence qui oscille autour des 2 il se pourrait qu'on souhaite opter pour de nouvelles motorisations, ce pourquoi les constructeurs automobiles débarqueront prochainement avec une panoplie de camionnettes 100% électriques. En voici quelques-unes. Débutons avec la camionnette XT du constructeur arizonien Atlis. L'Atlis XT se distinguera par sa batterie de 250 kWh, permettant d'obtenir une autonomie selon le modèle variant de 480 à 805 km. Fait intéressant, on affirme aussi que la camionnette pourra recevoir jusqu'à 2000 recharges complètes ne durant que 15 minutes grâce à un chargeur de 1,5 MW. Proposant une puissance de plus de 600 chevaux et pas moins de 12 000 livres-pieds de couple, l'Atlis XT pourrait remorquer des charges atteignant 35 000 livres, la camionnette pouvant être dotée de double roue arrière. De son côté, la camionnette Silverado EV sera millésimée comme modèle 2024. Rappelant la défunte camionnette Avalanche, elle sera initialement disponible en modèle RST à 664 chevaux et en version utilitaire proposant 510 chevaux. On estime l'autonomie de ces camionnettes à un maximum de 645 km, alors que la vitesse de recharge pourra atteindre 350 kW. Capable de remorquer des charges atteignant 10 000 livres, la Silverado EV se distinguera par sa suspension pneumatique, ses 4 roues directionnelles et sa cloison multiflex, permettant d'agrandir l'espace de chargement en exploitant la partie arrière de la cabine. Très attendue, la camionnette F-150 Lightning sera vendue à partir de 68 000 $, pouvant atteindre 110 000 $ pour un modèle Platinum. La capacité de remorquage pourra atteindre 10 000 livres, mais qu'avec le modèle à longue autonomie. En effet, Ford proposera 2 possibilités de taille de batterie, soit 98 kWh et 131 kWh, pour des autonomies respectivement estimées à 370 et 480 km. La camionnette Ford aura l'avantage d'être commercialisée dès cet automne et en raison de la très forte demande, Ford a choisi d'augmenter la production annuelle, annoncée à 150 000 unités dans son usine de Dearborn, au Michigan. Déjà commercialisé sur le marché américain et prochainement disponible chez nous, le Hummer renaît aujourd'hui sous le giron de GMC, une camionnette proposant jusqu'à 1000 chevaux de puissance et 11 500 livres-pieds de couple. Capable de remorquer des charges atteignant 7 500 livres, le Hummer sera néanmoins très lourd, affichant un poids à vide de 9 063 livres. Il faut dire que la batterie de 212 kWh pèse à elle seule le poids d'une voiture compacte, soit 2 923 livres. Les particularités du Hummer sont évidemment nombreuses, incluant la possibilité d'un trajet de navigation hors des sentiers battus, de même qu'un déplacement de côté grâce aux 4 roues directionnelles et à cette technologie Crab Walk. L'échelle de prix du GMC Hummer EV variera de 88 898 $ à 125 898 $ avant option. La camionnette R1T qui se trouvait sur la couverture du Guide de l'Auto 2020 débarque pour sa part au Canada d'ici peu. Elle est l'œuvre de ce nouveau constructeur américain du nom de Rivian, dont le modèle d'affaires s'apparente beaucoup à celui de Tesla. Rivian travaille d'ailleurs à l'élaboration de son propre réseau de recharge qui prendra d'abord place au sud de nos frontières. Proposée à compter de 101 750 $, elle s'équipe de 4 moteurs électriques, 2 sur chaque essieu, produisant au total plus de 800 chevaux. Une version dual motor à environ 600 chevaux sera proposée dès 2024, laquelle vous ferait épargner 7 750 $. Puis, pour que l'autonomie passe de 480 à 640 km, Rivian propose aussi l'option du Max Pack au coût de 20 500 $, une batterie de 180 kWh remplaçant celle de série de 135 kWh. Considérée comme une camionnette de taille intermédiaire, la Rivian R1T propose l'avantage d'une polyvalence accrue, notamment en raison de son coffre avant et de son Gear Tunnel, logé sous le plateau d'une longueur de 4,5 pieds. Évidemment, impossible de passer sous silence la camionnette qui aura fait le plus jaser, la Tesla Cybertruck.
Un véhicule aux lignes audacieuses, mais qui impressionne surtout par sa fiche technique. Doté d'une carrosserie monocoque en acier inoxydable, de verre blindé et d'un plateau multifonctionnel pouvant recevoir des charges de 3500 livres, il affiche aussi une capacité de remorquage fixée à 14 000 livres ainsi qu'une autonomie de 800 km. Or, les multiples reports de production de ce modèle, pourtant dévoilés en novembre 2019, ne nous permettent pas de confirmer son arrivée imminente sur le marché. En terminant, sachez que Stellantis a aussi confirmé la commercialisation du Ram Revolution, une camionnette qui viendrait vraisemblablement rivaliser avec les Silverado EV et F-150 Lightning. Faut-il ainsi s'attendre à ce que d'autres constructeurs emboîtent le pas d'ici peu? Posez la question, c'est d'y répondre. Vous voulez garder votre véhicule électrique longtemps? Faites l'entretien de votre climatisation. L'habitacle sera plus confortable et vous allez maintenir la capacité de la batterie haut voltage. Oui, la grosse batterie haut voltage est climatisée. Beaucoup de chaleur est produite lors de vos accélérations ou encore lors de recharge. Tu veux nous parler aujourd'hui, Mathieu, de réalité augmentée qui arrive dans les véhicules. Mais en ce qui me concerne, ça existe depuis des décennies puisque Object in mirror are closer than they appear. Effectivement, ce qu'on voyait dans le miroir était plus gros. Donc, effectivement, c'était augmenté. Ajoutons une petite couche techno là-dedans. Si tu veux. La réalité augmentée, c'est quoi? Petite mise à niveau express. Ça a été popularisé notamment avec le jeu Pokémon Go. C'est-à-dire qu'à travers la caméra de notre téléphone, on était capable de voir, oui, notre entrée de garage, mais aussi des petites bestioles qui étaient superposées dans notre entrée de garage. Tu allais dans la cour, tu bougeais, la bestiole restait là, tu avais l'impression qu'elle faisait partie de ton décor réel, mais c'était ajouté numériquement. L'autre bon exemple de la réalité augmentée, c'est lorsque, par exemple, vous utilisez les filtres comme ça. Donc ça, c'est de la réalité augmentée. Et là, tu me dis que ça arrive dans le monde automobile. Comment ça s'applique? Bien, évidemment, ça ne sera pas pour le divertissement, mais ça va être pour la navigation, pour nous aider à nous repérer. Un peu comme l'option Live View dans Google Maps. C'est-à-dire qu'on va ajouter des éléments d'information sur ce qui nous entoure. On pourrait donc, par les capteurs, aller chercher de l'information qui serait reflétée dans le pare-brise, par exemple. Exactement, l'affichage tête haute. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne fait pas juste afficher comme ça de manière verticale l'information. Si vous avez un chemin à suivre, eh bien, les flèches vont épouser la route que vous êtes en train de suivre. Et donc, vous allez avoir l'impression que c'est littéralement dessiné sur le chemin que vous suivez. Et donc, ces informations-là peuvent être très pertinentes dans différents contextes. Quand c'est mal indiqué, quand, par exemple, c'est trop sombre. Mais évidemment, tu me vois venir, tout est dans le dosage, parce que trop d'informations tue l'information, dit-on. Et effectivement, c'est vrai qu'à un moment donné, qu'est-ce qui devient de la pollution visuelle versus une information intéressante, là? Oui, parce qu'il y a déjà des planches de bord aujourd'hui qui sont ultra chargées, où on a énormément d'informations qui est futile, voire inutile. Si on en rajoute une couche... Mais voyant aussi l'affichage des rues dans certaines villes, ça peut être intéressant de voir comme ça, en surbrillance, afficher là où se trouve la rue, son nom, et comme ça, on n'a pas à porter notre attention à peu près partout autour de nous sans regarder nécessairement la route parce qu'on est en train de chercher le nom de cette fameuse rue sur laquelle on doit tourner à gauche, par exemple. Alors Antoine, aujourd'hui, on a le Ford Bronco, un véhicule qui a eu une première carrière de 30 ans entre 1966 et 1996, mais maintenant une toute nouvelle génération, un tout nouveau modèle, mais tout de même fidèle au concept original. Exactement. On nous a annoncé le retour du Bronco il y a maintenant plus de 5 ans. Donc, c'est un véhicule qui s'est fait attendre. Finalement, on l'obtient. Et là, on a décidé aujourd'hui de mettre à l'essai la version la plus fidèle à l'original. Donc, 2 portes, boîte manuelle, 4 roues motrices. Et ce qu'on veut savoir, est-ce que ce véhicule-là est capable de tenir tête à son seul véritable rival, le Jeep Wrangler?
Alors, Antoine, costume de circonstance pour cet essai? Absolument. Absolument. On veut vivre, en fait, ce qu'est le Bronco d'antan. Yes, On a sir. voulu relancer un véhicule sur le marché en s'inspirant du modèle initial, mais entre toi et moi, un Bronco tout habillé, 4 portes, super luxueux, ben c'est pas tout à fait ça. Alors, pourquoi ne pas vivre la Broncomania comme c'était au début? Là, on se la joue un petit peu comique parce que, oui, on a enlevé les portes, on a enlevé le toit, tout ça, mais on a quand même les sièges chauffants bien à côté au fond Exact. pour qu'on ait quand même un peu de confort. Et c'est la première chose que je constate quand je conduis le Bronco en le comparant au Wrangler, c'est le confort. J'ai conduit ce véhicule-là brièvement aussi. Et moi aussi, j'ai remarqué que le confort là, sur la route est nettement meilleur avec ce véhicule-là qu'avec avec le Wrangler. Et ce véhicule-ci, il y a quand même des équipements qui vont nous permettre de faire de la conduite en route de façon sérieuse. On peut déconnecter la barre anti-roulis en avant. On a des suspensions, des roues, évidemment, l'ensemble avec les pneus ici, qui nous permet vraiment de pouvoir aller rouler dans des conditions vraiment extrêmes. Et encore, on n'a pas le groupe Sasquatch avec les pneus de 33,5 pouces, mais ça en fait pas un véhicule nécessairement plus compétent qu'un Jeep Wrangler, je ne pense pas. Ce véhicule-là a quand même des petites lacunes, notamment son poids. On sait qu'on peut enlever les portières. D'ailleurs, en voici la preuve. Petite astuce aussi au niveau des portières. Comme elles n'ont pas de cadre de fenestration et que les rétroviseurs n'y sont pas attachés, on peut glisser les portières dans la soute du véhicule. Pas dans le cas d'une version à 2 portes comme celle-ci, mais si vous avez une 4 portes, ça vient avec des housses. Vous glissez les 4 portières dans la soute arrière et vous partez à l'aventure. C'est un point à souligner parce que le Wrangler, quand tu enlèves les portières, tu pas d'endroit où les mettre. Non. Tu les laisses dans ton garage, puis là, si tu veux les remettre, ben, retourne chez vous. Voilà. Exactement. Au moment d'arriver sur le marché, 2 choix mécaniques, le 4 cylindres 2,3 litres turbo, le V6 2,7 litres EcoBoost. Arrivera prochainement sur la version Raptor le V6 3 litres EcoBoost qui, lui, ferait autour de 400 chevaux. Et évidemment, on essaie de concurrencer le Jeep Wrangler. Mais le Jeep Wrangler, il y a encore plus de motorisation. Tu peux avoir le V8 Hemi, tu peux avoir un moteur 4 cylindres avec motorisation hybride rechargeable. Donc, il y a un paquet d'autres options qui sont disponibles sur le Wrangler qui ne sont pas nécessairement disponibles sur le Bronco. La gamme est plus étoffée du côté de Exactement. On a un 4 cylindres, il y a aussi un 6 cylindres. Lequel est le mieux adapté, finalement? Ou c'est quoi la grosse différence? Bien, honnêtement, dans le cas d'une version 2 portes, moi, je privilégierais le 4 cylindres pour l'équilibre des masses. C'est un moteur qui est amplement puissant. Il a 275 chevaux, alors que le V6, ça en fait un véhicule plus performant, plus puissant, plus de couple aussi, mais plus lourd. Et peut-être que pour un véhicule à 4 portes, super équipé, là, ça peut être un atout. Mais dans le cas d'un véhicule comme celui-là, où on le veut léger, parce que le poids est un ennemi en conduite en route, on le sait aussi, moi, je pense que le 4 cylindres, c'est une belle option, là. Moi, je trouve que le design est absolument réussi là-dessus. Chapeau aux designers de Ford. On a fait du superbe boulot. On a vraiment l'impression que côté design, ils ont frappé un coup de circuit. Ouais. Mais pour ce qui est de l'exécution, pour ce qui est de la fabrication, de l'assemblage, tout ça, on sent que le développement de ce véhicule-là n'est pas tout à fait au point encore. Le toit rigide qui s'effrite. On a vu aussi sur les réseaux sociaux les toits de toile qui laissent pénétrer l'eau, la neige. Un léger problème. Nous, on a décidé de le régler aujourd'hui, on l'a enlevé. Donc, ça règle la question. Il y a aussi eu des problèmes de fiabilité multiples, notamment au niveau de l'alternateur du véhicule qui n'est pas très étanche et qui fait une défaillance lorsqu'on est en condition hors route. J'ai constaté aussi quelques petites lacunes au niveau de la qualité d'assemblage. D'abord, lorsque le toit est en place, ça craque énormément. Autre chose, le système audio qu'on a dans ce véhicule-là, les haut-parleurs distorsionnent dès que tu montes le volume, et même pas à la moitié, là. Donc, la qualité du système audio, ça laisse à désirer. Il va falloir corriger plusieurs des lacunes qu'on retrouve à bord de ce véhicule-là. Mais il en demeure pas moins que ce sont des véhicules très attrayants, très convoités, très chers également. La facture du véhicule qu'on conduit aujourd'hui, plus de 65 000 $. Et attention, on a le 4 cylindres, on a la boîte manuelle, on n'a pas encore l'ensemble Sasquatch et il manque plusieurs options pour les amateurs de 4 roues motrices. C'est un véhicule qui est capable, c'est clair, mais on peut grimper la facture tout près de 80 000 $ pour un Bronco et on n'est pas encore à la version Raptor. Donc, c'est pas donné.
Et toujours, on retrouve le plaisir de conduire. C'est un beau jouet, finalement. Bien, c'est un jouet, c'est exactement ça. Il n'y a pas un acheteur de Hyundai Santa Fe qui va s'acheter un Bronco, comprends-tu? Le Hyundai Santa Fe, c'est un véhicule pragmatique, c'est un véhicule que tu achètes de façon rationnelle. Ça, c'est un véhicule que tu achètes de façon passionnelle. Ah, absolument. Alors, Antoine, en guise de conclusion, le Ford Bronco, un coup de circuit côté design, côté concept, mais l'exécution laisse à désirer. Et c'est le gros problème du Bronco, parce que ce véhicule-là n'était visiblement pas prêt pour la commercialisation. Beaucoup de vices de conception. On a voulu l'amener sur le marché trop rapidement. On s'est fait prendre de court par la COVID en plus. Et ça donne ce qu'on a ici, un véhicule qui est franchement convaincant, qui a une sacrée belle gueule. J'aime le fait qu'on ait ramené le nom Bronco aussi. C'est une excellente idée, ça, faut le dire. Le look, c'est réussi. C'est plus polyvalent, plus confortable qu'un Wrangler, à mon avis, aussi. Mais côté qualité, d'assemblage, de finition et fiabilité, on a un sérieux problème. Et j'ajouterais à ça que la facture est exorbitante considérant ce qu'on obtient. 65 000 pour le véhicule qui est derrière moi, ça n'a pas de bon sens. Donc, un beau concept, mais pas un véhicule qui est tout à fait abouti encore. On attend peut-être un an et demi, peut-être avant de l'acheter. Ouais, exactement. Et comme note, moi, je lui donnerais un 6, peut-être 6,5 en forçant. Là. Force est de mettre qu'il y a beaucoup de lacunes sur ce véhicule-là. 6 sur 10, la note de passage, parce qu'on paie cher pour un véhicule qui n'est pas prêt à être commercialisé et parce que les attentes pour ce véhicule-là sont beaucoup plus élevées que ce qu'on est capable d'offrir pour le moment. Beau casse en passant. Qui paie les dommages lors d'un accident d'auto? En cas d'accident, ce sont les assureurs qui déterminent votre responsabilité selon la Convention d'indemnisation directe. Vous n'êtes pas responsable? Même sans protection collision, la responsabilité civile de votre assurance vous indemnisera. Vous êtes responsable? Vous serez indemnisé si vous avez les protections nécessaires. Aujourd'hui, on répond à la question de Marie-Philippe qui souhaite s'acheter une petite voiture économique, laquelle doit se glisser dans un espace de stationnement extrêmement restreint. Elle hésite entre une Hyundai Accent 2017 affichant 69 000 km au compteur pour laquelle on demande 15 500 $ ou encore aller vers une voiture neuve, la Chevrolet Spark 1LT, laquelle coûte environ 3 000 $ de plus. D'abord, un mot sur l'Accent pour vous mentionner que c'est une voiture très fiable, très efficace. La plupart des propriétaires de ces voitures-là en sont extrêmement satisfaits. Et le gros avantage par rapport à la Chevrolet Spark, c'est évidemment la puissance mécanique, mais aussi l'espace intérieur. Plus de confort de dégagement, un meilleur espace cargo. C'est une voiture un peu plus volumineuse. Maintenant, c'est une voiture qui consomme davantage que la Chevrolet Spark, environ 8 litres au 100 en moyenne combinée. Donc, il faut le considérer. Et deuxièmement, c'est une voiture un peu plus volumineuse, donc peut-être pas aussi pratique pour vos besoins que la Chevrolet Spark. Autre point à considérer, c'est une voiture d'occasion, avec ce que ça implique. On ne connaît pas nécessairement son historique, la balance de garantie est extrêmement limitée et vous risquez de devoir faire des réparations beaucoup plus rapidement qu'avec une voiture neuve. Maintenant, du côté de la Spark, je comprends que vous jetiez votre dévolu sur la version 1LT qui offre un équipement un peu plus décent, la version LS étant dépourvue de tout accessoire électrique, ce qui comprend rétroviseur, glace et verrouillage. Donc, la version 1LT, c'est l'ensemble le plus intéressant qui va vous coûter 18 448 $ transport préparation inclus. Une voiture intéressante pour son rapport équipement-prix. Évidemment, plus frugale que la Hyundai Accent, ça fait 7 litres au 100 en moyenne combinée, mais à peine 6 litres au 100 sur autoroute, donc c'est très économique. Et c'est une voiture qui, depuis son arrivée en 2016, a prouvé sa fiabilité. Une voiture efficace, amusante à conduire, avec un équipement très raisonnable. Ça comprend Apple CarPlay et Android Auto. Autre avantage, c'est évidemment le fait que la voiture soit neuve, complètement garantie et que les coûts d'entretien à moyen ou long terme seront beaucoup moindres que ceux de la Hyundai Accent. Considérez également que le taux de financement de la Chevrolet Spark est certainement moindre que celui de la Hyundai Accent d'occasion, ce qui pourrait au final ramener le prix de la voiture à peu près au même niveau que celui de l'Accent. Alors oui, l'Accent est une voiture très intéressante, fiable, spacieuse, un petit peu plus puissante que la Chevrolet Spark, c'est vrai,
mais ça demeure une voiture d'occasion qui se vend quand même assez cher. Du côté de chez Chevrolet, on propose une tranquillité d'esprit parce que c'est une voiture neuve et garantie, parce que c'est aussi un produit fiable, frugal, une voiture qui coûte très peu en entretien et qui aura un coût de revient au kilomètre certainement moindre que celui de l'Accent pour de longues années à venir. Sachez également que la dépréciation de la Spark est très faible. On paie actuellement pour une Spark 2017 identiquement équipée avec un kilométrage régulier environ 14 000 $. C'est 4 500 $ de moins que la Chevrolet Spark neuve qui se trouve derrière moi, ce qui en fait un achat extrêmement intéressant. Cette émission vous a été présentée en collaboration avec autogo.ca. La semaine prochaine à l'émission, les 25 ans d'histoire du jeu vidéo Gran Turismo. On met à l'essai pour vous la BMW M3 Compétition X-Drive et Gabriel nous présente le Mazda CX-50 2023.